Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom c'est Catherine Boulet-Gendron, je suis infirmière praticienne spécialisée soins aux adultes et je suis également la présidente du comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches. Et puis là, je vous entends déjà vous questionner à savoir, mais qu'est-ce que le comité jeunesse? Le comité jeunesse de l'ORCA, en fait, il est composé de 10 membres qui sont 10 infirmières ou infirmiers qui sont âgés de 35 ans et moins et qui résident dans la magnifique région de Chaudière-Appalaches. Nos principaux mandats sont de faire connaître le comité jeunesse auprès des jeunes infirmières de la région, de faire connaître leurs intérêts et leurs préoccupations professionnelles, de formuler des avis sur leurs besoins et faire entendre la jeunesse infirmière, de proposer des activités pouvant faciliter l'intégration lors de notre introduction dans la profession et surtout de favoriser l'implication professionnelle des jeunes infirmières de la région. Donc, nous avons eu l'idée de produire un podcast pour faire connaître davantage notre comité et le sujet principal que nous avons choisi, c'est de rapporter les différents enjeux et les tabous vécus par la relève infirmière lorsqu'on met à profit notre leadership en tant qu'infirmière en pratique avancée. Alors, cette réalisation n'aurait pas pu être possible sans mes deux acolytes que je souhaite vous présenter. Alors, les deux invités qui ont participé à l'élaboration du podcast sont Valérie Allard et Marie-Philippe Tremblay. Alors, sans plus tarder, elles se présenteront et commençons tout d'abord avec toi, Valérie. Bonjour Catherine, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Oui, nous pareillement, on est vraiment contente que tu aies accepté notre invitation. Donc, sans plus tarder, je t'invite à te présenter. Bien sûr, donc moi c'est Valérie Allard, je suis infirmière depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé à pratiquer dans un département de chirurgie générale du côté du CHU de Québec. Par la suite, j'ai fait la transition vers l'obstétrique, un domaine vraiment complètement différent de celui de la chirurgie, mais vraiment très intéressant. Ça m'a amené vraiment à revoir un peu mes pratiques pour vraiment l'adapter vers une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Donc, si on regarde juste l'évaluation de la douleur ou le soulagement de la douleur, c'est complètement différent que sur un étage de chirurgie générale. Autrement, c'est vraiment le domaine de l'obstétrique qui m'a amené à m'intéresser aussi au sujet de l'allaitement maternel. Donc, qu'est-ce qui facilite, qu'est-ce qui contraint l'adoption de ce comportement-là? En trouvant mon sujet de recherche pour faire ma maîtrise en sciences infirmières avec mémoire, ça m'a amené à approcher ma directrice de recherche actuelle qui, elle, travaillait sur un projet qui porte sur les impacts de l'éducation prénatale. Donc, de là, ça m'a permis de travailler avec différents professionnels de la santé, mais aussi différents professionnels de recherche, puis d'apporter mon petit grain de sel d'infirmière clinique qui possède de l'expérience en obstétrique, donc de vraiment pouvoir agir un peu à titre de conseillère, de pouvoir un peu guider comment se déroulerait la recherche, le projet de recherche en soi. Actuellement, je travaille du côté du CLSC en périnatalité dans le sud de la capitale nationale. Puis voilà, je suis vraiment très heureuse dans ces nouvelles fonctions. Super, merci beaucoup pour ce riche partage, c'est vraiment apprécié. Sans plus tarder, maintenant, on va pouvoir enchaîner avec notre autre invitée qui s'intitule Marie-Philippe Tremblay. Alors, je te laisse la parole. Oui, donc merci Catherine d'ailleurs pour l'invitation. Valérie, c'est vraiment riche comme parcours, c'est super inspirant. Donc pour ma part, Marie-Philippe Tremblay, donc je suis infirmière là, depuis un peu plus de 8 ans. J'ai débuté en fait sur l'équipe volante. Donc sur l'équipe volante, pour moi, c'est une belle opportunité parce que ça m'a permis en fait de découvrir plusieurs départements, plusieurs missions. Donc, en fait, j'ai touché là, à de la médecine, j'ai fait de l'obstétrique, des campagnes de vaccination et finalement, j'ai obtenu un remplacement dans un GMF, dans une clinique réseau. Donc, tout ça en terminant mon baccalauréat en sciences infirmières. C'était en fait super inspirant parce que j'ai été rapidement confrontée en fait aux difficultés d'accès en fait de la population aux soins de santé. Par exemple, des immigrants qui malheureusement avaient des difficultés à parcourir notre système de soins puis consultaient par exemple trop tardivement, ou encore ce qu'on voyait fréquemment, c'est une utilisation qui était non efficiente des soins et des services.
Donc, en fait, ces constats-là m'ont amené à débuter une maîtrise en santé publique, dont à l'Université Laval, davantage en promotion de la santé. Donc, en fait, j'avais vraiment un intérêt justement pour l'accès aux soins de santé. Donc, autant la dimension du patient que la dimension, en fait, du prestataire de soins. Donc, je voulais vraiment chercher à comprendre, à résoudre le problème, entre autres par la proposition de solutions ou d'interventions. Suite à ma maîtrise, j'ai débuté en fait un poste de conseillère en soins infirmiers. J'ai eu la chance de toucher encore une fois à différents volets comme conseillère, donc autant le dossier clinique informatisé, à l'accueil, orientation, intégration pour accueillir les nouvelles embauches infirmières. Puis suite à ça, j'ai eu une opportunité en fait de devenir infirmière en pratique avancée pour le volet de la recherche. Donc en fait, mon rôle consiste principalement à faire des projets de recherche en collaboration avec les infirmières des milieux. Puis, tout dernièrement, en fait, je suis également chargée de cours à l'UQAR. Donc, ça me permet, entre autres, de partager mes connaissances que j'ai acquises au cours de mon cheminement avec des infirmières qui étudient au baccalauréat en sciences infirmières. Donc, c'est vraiment... je trouve que c'est une belle opportunité, en fait, de leur transmettre, en fait, l'intérêt de la recherche ou du moins de leur communiquer la pertinence de la recherche. Donc, tout récemment, j'ai débuté, en fait, le doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. Donc, mon intérêt de recherche, cette fois-ci, c'est vraiment la qualité de vie au travail des infirmières, donc l'épuisement professionnel, et ça dans une perspective d'accès aux soins de santé. Merci beaucoup, Marie-Philippe, pour ce partage. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Je me demandais, les filles, quand je vous écoute parler, ça n'a pas dû être toujours très simple, là, votre parcours vers la pratique avancée. J'aimerais ça vous entendre davantage sur ce sujet-là. Effectivement, pour ma part, j'ai vécu certaines difficultés. Peut-être que certaines d'entre elles n'étaient même pas fondées, que c'était tout dans ma tête. Mais des fois, peut-être avec certaines collègues ou certaines personnes de mon entourage, je sentais que je devais me justifier pourquoi je décidais d'aller faire une maîtrise. Mais pourquoi? Il manque plein d'infirmières là, sur le terrain. Pourquoi tu vas faire une maîtrise? À quoi ça va te servir? Dis-moi donc, qu'est-ce que tu vises avec ta maîtrise? Mais moi, ce que j'aime, c'est étudier. J'aime ça, approfondir mes connaissances. Puis, je pense pas que, en tout cas, d'autres personnes ont à se justifier autant pour un parcours peut-être plus typique. Mais ça, c'est ma perception. Mais en fait, je trouve ça super intéressant, Valérie, ce que tu apportes, parce que souvent, je dirais que les gens avec qui j'ai travaillé, moi aussi, j'avais cette perception-là de jugement, de devoir me justifier à un moment même où j'ai tout simplement juste arrêté de répondre à ce genre de questions-là. J'ai pas discuté avec mes collègues que je faisais une maîtrise parce que pour eux, c'était du pétage de nuages. Ça n'avait pas de plus-value, en fait. Ça n'avait pas de valeur additionnelle pour la profession même, tu sais, sur le terrain, pour une infirmière terrain. Puis, dites-moi donc, les filles, là, avec la pandémie actuelle, comment vous avez vécu ça, là, votre parcours aux études supérieures? Moi, je dirais que ça dépendait vraiment des jours. Autant, il y a des jours, je me disais, OK, tu sais, ça va pas bien autour de nous. Tout le monde vit ça difficilement. Mais il faut que je garde le focus. Faut vraiment que je garde mon objectif. Je veux aller jusqu'au bout. Puis il y a d'autres jours que je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il y a une pénurie d'infirmières, puis moi, je décide de poursuivre au cycle supérieur. Des fois, je me questionnais à savoir est-ce que mon geste est égoïste. Puis, au final, ce que je me suis convaincue, c'est que la COVID, c'est une situation qui est temporaire. Oui, elle est hors de notre contrôle, sauf que c'est pas une raison pour mettre sur pause nos projets, nos aspirations, parce que justement, quand la COVID se terminera, on va avoir besoin d'une relève en pratique avancée. C'est vraiment intéressant, Valérie, ce que tu soulèves. Puis d'ailleurs, être positif dans la situation éprouvante de celle de la COVID, en fait, c'est pas nécessairement de la naïveté, mais c'est plutôt en fait une forme de leadership à mon sens. On le sait, les études supérieures sont pas nécessairement un fleuve tranquille. En fait, effectivement, il y a des facteurs facilitants
qu'on doit mettre de l'avant. Il faut savoir bien s'entourer, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Il faut parler aussi de nos idées, nos sujets. Il faut trouver une certaine motivation à poursuivre parce que sinon, ce serait trop facile d'abandonner. Puis, nécessairement, il faut savoir créer aussi un équilibre entre la famille, le travail, les études. Puis toi, Valérie, est-ce qu'il y a d'autres aspects facilitants qui t'ont aidé dans ton parcours? Oui, je dirais de suivre ses instincts. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. Oui, d'apprendre à saisir les opportunités, mais aussi décliner certaines qui peut-être rentrent un peu moins bien dans l'horaire. Je donne comme exemple, au cycle supérieur, on a une foule d'opportunités, que ce soit du co-autorat, participer à des conférences, assister à des conférences, agir en tant qu'auxiliaire d'enseignement, mais à un moment donné, l'horaire est plein. Puis, il faut savoir créer justement ses limites, puis aussi de saisir les opportunités qui nous conviennent mieux. L'autre chose qui m'a bien aidée, c'est de savoir convertir du négatif en positif. Je m'explique. Moi, j'ai 3 enfants. Puis, pour certaines personnes qui pouvaient me dire « Comment tu fais? T'as 3 enfants? Comment tu arrives à avoir du temps pour toi? » Mais moi, je préfère voir mes enfants vraiment comme le feu qui m'alimente, ma motivation. Puis pour eux, je veux vraiment être une source de persévérance, puis de leur montrer l'importance d'aller vraiment au bout de nos projets, puis de se réaliser autant personnellement que professionnellement. Donc, justement, de prendre ce négatif-là puis de le transformer en du positif, là, ça a vraiment été une clé de réussite pour moi. D'autres choses à faire attention, au cycle supérieur, ben, c'est souvent égal à performance. Il faut faire attention parce que performance peut aussi être synonyme de comparaison avec ses collègues ou encore avec les autres étudiants. Mais il faut garder en tête que chaque personne a vraiment un parcours qui lui est propre. Puis il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome. Donc, faire confiance en ses propres capacités, puis au chemin qu'on trace pour nous. Dernier petit point. De pas croire en la divine inspiration. Je m'explique. Si on croit que les études et l'inspiration, c'est simplement de s'asseoir devant l'ordi et d'attendre que l'inspiration vienne à nous, eh bien, ça n'arrivera pas. Désolé. Non, au contraire, il faut vraiment bloquer du temps puis créer des moments qui sont propices à la rédaction. Oui, il y a des journées où on se sent aucunement inspiré, mais il faut la provoquer, cette inspiration-là. Il ne faut vraiment pas qu'on attende qu'elle nous tombe dessus, ça n'arrivera pas. C'est vraiment touchant, puis ça amène vraiment une perspective différente. Je pense que faut vraiment l'avoir vécu pour pouvoir partager ce genre de propos, hein. Mais ce point m'amène à me questionner sur, outre la pratique avancée, j'imagine que plusieurs façons d'exercer notre rôle en tant qu'infirmière. J'aimerais ça peut-être qu'on en parle davantage. Effectivement, je trouve ça super intéressant comme point à aborder parce qu'actuellement, dans la pandémie, je pense qu'il y a beaucoup d'infirmières qui sont peut-être épuisées ou qui, justement, voient plus, en fait, un certain intérêt dans leur poste actuel. Donc, c'est certain qu'à un certain moment, dont entre autres la pandémie actuellement, on s'amène à avoir de nouveaux besoins, on a des nouveaux intérêts au travail qui évoluent, on a besoin de nouveaux défis, bref, on a besoin de nouveautés. En fait, malheureusement, il y a beaucoup d'infirmières qui ne connaissent pas les nombreuses opportunités de carrière qu'elles peuvent faire en tant qu'infirmière. En fait, il existe différents postes qui, souvent, malheureusement, ne sont même pas comblés. En fait, la beauté de la chose, c'est que la profession offre une flexibilité. On a plusieurs missions, que ce soit en première ligne, en GMF, en clinique de soins périnataux, en CLSC. On a de nombreuses missions, puis également, il y a de nombreux postes, en fait, que ce soit préceptrice, conseillère en soins, on peut être une infirmière de recherche, on peut enseigner, on peut être une gestionnaire. Donc, en fait, c'est la beauté, en fait, de notre profession. Quand on a besoin de nouveaux défis, on est capable de saisir l'opportunité d'essayer autre chose.
Maintenant, vous me demanderez probablement, mais comment on fait pour en apprendre davantage sur ces postes qui existent? Comment je fais pour savoir s'ils sont disponibles? C'est souvent les questions qui nous sont posées en tant qu'infirmière qu'on est en pratique avancée. Le plus beau conseil que je pourrais donner, c'est effectivement de faire du réseautage. Quand vous connaissez une conseillère, une infirmière qui est dans un département particulier, c'est vraiment de faire du réseautage, poser des questions et essayer d'en apprendre davantage. L'autre chose, il y a des affichages autant à l'interne dans vos établissements. Il y a LinkedIn aussi qui est super intéressant pour les alertes emploi, puis également le site de l'Ordre, évidemment les alertes emploi des établissements. Donc, en fait, le plus beau message que je pourrais partager, c'est celui d'oser, d'arrêter de se sous-estimer, puis en fait de se risquer dans un processus de dotation d'un nouveau poste pour lequel vous avez de l'intérêt ou une simple curiosité. Vous n'avez rien à perdre. Je trouve ça super intéressant, les diverses possibilités là, qui se retrouvent au sein de notre propre profession. D'ailleurs, je constate que vous avez toutes les deux des parcours assez atypiques. Puis, en s'inspirant un peu de ce qui vient d'être soulevé, j'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce qui vous a dirigé vers la pratique avancée. Effectivement, comme Marie-Philippe vient tout juste de nous en parler, la profession infirmière est super versatile. Puis c'est exactement cette caractéristique de la profession qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Moi, la pratique avancée, quand j'ai terminé ma technique en soins infirmiers, ça me disait strictement rien. Qu'est-ce que ça mange en hiver? J'en ai aucune idée. Puis, c'est vraiment lors de mon baccalauréat en sciences infirmières où j'ai eu l'occasion de faire un stage en gestion des soins que j'ai pu en connaître plus sur le rôle d'une conseillère cadre en soins infirmiers, alors que la plupart de mes amis du bac allaient faire leur stage avec soit une assistante en soins infirmiers ou encore une chef d'unité. C'était des rôles que je connaissais quand même assez bien parce que je les côtoyais assez fréquemment dans ma pratique infirmière. Conseillère cadre en soins, j'en avais vraiment aucune idée. Donc, ça m'a vraiment permis, ce stage-là, de connaître les rôles, les responsabilités de la conseillère cadre. Notamment, j'ai pu participer à la révision de protocoles infirmiers et médicaux pour des personnes qui avaient été victimes d'un AVC ischémique. Donc, j'ai vraiment participé de la planification jusqu'à l'implantation là, avec toute une équipe multidisciplinaire. Puis cette expérience-là a donné un tout autre tournant à ma carrière qui en était alors qu'à ses débuts. Puis à ce moment-là, je savais que j'avais vraiment trouvé mon X. Puis le travail de collaboration m'a vraiment animée. Trouver des solutions à différentes problématiques, à des enjeux de pratique, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Puis, depuis ce temps-là, je multiplie toutes les expériences possibles où je peux agir comme conseillère, notamment le projet de recherche que je vous ai parlé tantôt, mais aussi comme conseillère auprès du comité jeunesse de l'ORICA. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. C'est tellement intéressant de t'entendre, Valérie, de comprendre aussi comment on arrive à s'investir davantage dans les études supérieures, puis comment on finit par trouver un peu notre chemin à travers là, ces différents rôles qu'on peut exercer en tant qu'infirmière. Puis j'aimerais ça aussi t'entendre, Marie-Philippe, à ce sujet-là, par curiosité, comment t'as senti cette vibration pour la recherche? Pour la plupart des gens, la recherche est vraiment perçue comme quelque chose qui est pas intéressant et qui est malheureusement complexe. Vous m'auriez demandé si j'aspirais au début de ma carrière à faire de la recherche. La réponse aurait probablement été non. Probablement que je n'étais pas rendue là dans mon cheminement, mais surtout parce que j'entrevoyais la recherche comme quelque chose de complexe. En fait, pour beaucoup, la recherche, c'est donc bien de trouver la cure miracle pour un cancer. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, la recherche, c'est aussi s'intéresser à un sujet précis. Donc, dans mon cas, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'accès aux soins de santé. Donc, c'est en tentant de répondre aux nombreux questionnements que j'avais sur la problématique que j'ai compris que la recherche, c'est aussi de creuser une problématique, de tenter de la comprendre, puis finalement d'essayer d'y remédier, d'apporter des solutions ou encore de proposer des interventions. Donc, dans le cadre de nos fonctions comme infirmières, on est souvent appelés à se questionner sur différents phénomènes, sur différentes problématiques auxquelles on est confronté.
C'est ça qui est beau parce que c'est à partir de ces questions-là qu'on peut travailler en collaboration avec les infirmières justement pour faire émaner des sujets de recherche auxquels on devrait vraiment s'intéresser. Brièvement, en fait, mon rôle, c'est surtout de collaborer effectivement avec des chercheurs et des infirmières dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets de recherche. Mais c'est également de faire des revues de la littérature sur des bonnes pratiques ou encore d'assurer une vigie sur les pratiques qui sont innovantes. Puis, dans mon rôle, c'est certain aussi que je suis amenée à participer à différents comités, dont le comité d'éthique à la recherche, qui a pour but, entre autres, d'approuver différents projets de recherche. Super intéressant, vraiment. Ça nous permet de nous aiguiller davantage parce que c'est pas vraiment un rôle qu'on entend souvent parler. Fait que de nous le faire expliquer avec ces mots-là, je trouve que ça prend vraiment une valeur objectivable de ce que c'est une infirmière en recherche. Puis là, écoutez, les filles, je vous écoute parler, vous m'inspirez, moi-même qui est déjà infirmière, puis je réalise qu'il y a vraiment plusieurs façons d'exercer notre rôle d'infirmière. Effectivement, on est vraiment tous et toutes complémentaires par nos différentes expertises. En fait, il faut se dire qu'on travaille tous pour le même but, soit de contribuer au bien-être du patient et de la population. C'est tellement important d'avoir une collaboration intraprofessionnelle, de soutenir ses collègues. Il faut être unis les unes avec les autres. Puis ça, peu importe en fait le type d'emploi qu'on occupe. Je suis vraiment d'accord avec vous, les filles. Je crois qu'une infirmière peut être cadre et être très au fait des réalités du terrain. Tu peux être une infirmière en recherche et avoir des impacts concrets sur les pratiques et sur l'amélioration du bien-être des clients. Tu peux être une enseignante sans fuir le plancher. Tu peux être une étudiante au baccalauréat pour aller chercher une expertise supplémentaire et travailler à temps partiel. Tout est possible. Tu peux être une maman infirmière qui retourne sur les bancs d'école sans te questionner à tous les jours sur les raisons de ton retour en classe, qui en fait, tu souhaites juste apaiser ta soif de connaissance. Et surtout, on devrait toutes avoir la liberté d'orienter notre carrière selon nos propres convictions, notre expertise, nos ambitions et nos valeurs professionnelles. Je crois que c'est pas parce qu'une infirmière ne pratique pas au chevet des patients que son expertise n'est pas mise à contribution envers le client ou envers la population. Effectivement, notre rôle a tellement évolué avec les années, tout comme notre expertise, notre autonomie. Les infirmières devraient être en mesure, en fait, d'exercer la profession en étant à l'abri des jugements intraprofessionnels et de pas toujours, en fait, devoir justifier sa pertinence. Notre profession est magnifique et flexible. En fait, il y a plus d'une façon de prendre soin. Je vous remercie énormément, Valérie et Marie-Philippe, pour ce partage. Ce fut très intéressant de vous écouter et d'en apprendre davantage sur notre magnifique profession. Si je prends en compte tout ce que vous venez de me nommer, je remarque qu'il est parfois difficile, même en tant qu'infirmière, de connaître les diverses possibilités que peut offrir notre profession. À cet effet, je crois qu'il ne faut pas être surprise de constater que notre expertise est méconnue, voire même sous-estimée auprès du grand public. D'ailleurs, un récent sondage web qui a été réalisé par Léger du 11 au 15 septembre 2020 auprès de 1061 Québécoises et Québécois, seulement 5% des tâches que peuvent accomplir une infirmière étaient connues du grand public. Donc, nous continuons à être reconnus pour nos qualités professionnelles et notre dévouement au travail plutôt que pour nos compétences professionnelles. Donc, je crois que ce podcast pourrait permettre de démystifier et de faire valoir l'expertise des infirmières du Québec et ce, sous toutes leurs couleurs. Je crois qu'il faut s'unir pour mieux soigner, tout comme il y a plus d'une façon de soigner. Donc, c'est ce qui met fin à notre podcast. Si jamais vous avez des interventions, des questions sur la pratique avancée, vous avez besoin de conseils ou vous voulez en apprendre davantage, eh bien, sachez qu'on est là pour vous aiguiller et ça va nous faire plaisir. Vous pouvez toujours nous rejoindre par courriel que nous vous transmettons dans la description du podcast et de vous abonner à notre page Facebook au nom du comité avec un C majuscule Jeunesse Orica, donc ORIICA. Et nous allons mettre un hyperlien à ce sujet dans la présentation de notre podcast. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous dis à un prochain podcast.